j'interviewe Guillaume et Mickaël qui jouent dans La Fontaine à Booba, à Avignon. Et donc je vous laisse présenter la pièce. Yes, merci. Donc De La Fontaine à Booba, c'est un duo comique et littéraire qui oppose deux personnages. Il y en a un qui va être classique, habillé avec une perruque et un costume en costume d'époque et qui est fidèle au texte de l'auteur. Et on ne dépasse pas le texte de l'auteur, c'est sacré, etc. Et l'autre, plus moderne, avec une casquette sur la tête. Et lui, il va vulgariser ces deux jeunes garçons, sont amoureux des mots et de la poésie, et vont faire un spectacle de fables. Mais ils vont se disputer sur plein de points et vont se poser des questions comme est-ce que le rap c'est une forme de poésie? Est-ce que Booba vaut Baudelaire? Voilà. Est-ce que tu veux rajouter des petites choses? Eh ben, on rigole, ils s'engueulent et on rigole et on danse, on chante, on s'amuse beaucoup et on apprend. Ok, Voilà. parfait. Du coup, parce que c'est la deuxième fois que la pièce est à Avignon. Ouais, la première fois c'était en 2016. On était à l'Atypique Théâtre, un tout petit théâtre qui à l'année n'est pas un théâtre, c'est un restaurant et ça se transforme en théâtre pour Avignon. Ouais. Et c'était un très bon Avignon aussi, et là ça s'annonce très bien. Ok. Et du coup, moi, la question que je me posais, c'est en gros pourquoi. Quels sont en gros tous les avantages que vous tirez à faire un Avignon et pourquoi vous retournez une deuxième fois à Avignon alors que vous avez joué aussi à Paris et que ça marchait bien à Paris aussi. Et en gros, pourquoi retourner à Avignon et quels sont les avantages? Pour une fois, je vais répondre. Eh bien, Avignon, l'importance, c'est que c'est une vitrine pour vendre le spectacle à des professionnels et qu'il y a beaucoup de professionnels qui font leur marché que sur Avignon. Et autant on se régale à Paris, mais on a envie de jouer partout en France parce que c'est comme ça qu'on gagne plus d'argent. Paris, c'est très cher, Avignon aussi, mais le but, c'est de jouer partout. Voilà. Et du coup, vu que tu dis Avignon, c'est très cher, est-ce que tu peux donner une idée, un ordre d'idée de budget pour un comédien qui ne connaît pas du tout et qui voudrait faire un Avignon? Alors nous, c'est un peu particulier parce qu'on joue qu'une semaine, donc on n'a pas le même budget que les autres. Mais je sais que par exemple pour un one-man show, il faut compter à peu près 10 000 € de budget pour tout le festival au minimum. Donc après, il faut multiplier par le nombre de comédiens, par les prix des logements. 10 000 € par comédien, et est-ce que ça comprend le logement et tout? Alors c'est 10 000 € pour un spectacle en one-man show. Après, si c'est un spectacle de 2 personnes, je pense un festival entier, ça serait, on va dire, au moins 13 000 à 14 000, entre le logement, la bouffe, etc. Okay. Donc vous avez fait le choix donc, de jouer juste une semaine à Avignon. Donc déjà, quels sont les théâtres qui peuvent proposer ça juste une semaine? Puisqu'en général, les gens ils restent sur toute la période. Et en gros, quelles ont été les étapes pour aller démarcher et trouver un théâtre qui vous prenait juste pour une semaine? Et puis, plus globalement, quelles sont les étapes pour trouver un théâtre à Avignon? Ah ouais? Tu veux répondre? Si tu veux. Bah après, tu peux ajouter. Ouais, j'ajouterai. Alors c'est une vaste question. Il y avait beaucoup de compagnies qui s'y prennent à peu près en septembre pour jouer l'année d'après. Parce que les théâtres font leur programmation, surtout les théâtres les plus réputés font leur programmation très en avant. Nous, en fait, ce qu'on cherchait, c'était de faire pas tout le festival pour plein de raisons. Donc on a commencé à chercher de racheter des relâches parce que depuis quelques années, les compagnies sont obligées de faire des relâches une fois par semaine. Et du coup, c'est des dates qui sont pas utilisées, les salles peuvent être vides, donc ils peuvent revendre des relâches. Et on a un chargé de diffusion qui était en contact avec le Grand Petit Théâtre, donc là où on joue, et qui nous a dit que le Grand Petit Théâtre proposait des locations à la semaine. Et on se pose la question de la pertinence par rapport à des relâches, et on s'était dit que c'était une bonne idée pour avoir une vraie visibilité, parce que si on n'achète que des relâches, on n'est pas forcément dans le festival, dans le programme du off. Alors que là, on est vraiment dans le programme, les professionnels nous voient et on a une vraie visibilité. Puis on joue 8 jours à la suite, donc c'est ce qui est bien aussi. Tu veux ajouter un truc? Non, c'est bon. Ah si, je peux rajouter un truc. Vas-y. Et si vous cherchez des théâtres, globalement, il y a une base de données qui est sur le site du off pour les compagnies qui permet de lister les théâtres en fonction de leur capacité, de pas mal de choses. Et ça permet de trouver les théâtres qui correspondent en fonction aussi de ce qu'ils cherchent comme spectacle. Il y a une base de données là-dessus sur le site de l'AFC. Ok. Donc ça c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez donner les qualités nécessaires pour monter un spectacle comme le vôtre? Donc c'est un duo, il n'y a pas beaucoup de décors. Ouais. Et quelle qualité en gros
il faudrait, pour quelqu'un qui voudrait faire la même chose que vous, qu'il faudrait développer ou cultiver? Beaucoup de talent. Vu qu'effectivement, il n'y a pas de décor, donc tout repose sur les comédiens. Et il y a beaucoup de textes. Enfin, c'est ce qu'en général, c'est ce qu'on nous dit. Moi, on n'a pas forcément l'impression qu'il y ait plus de texte dans ce spectacle que dans un autre. Bref. Mais effectivement, tout repose sur les comédiens. Donc, une rigueur de jeu, de travail de scène. Beaucoup d'écoute entre nous. Et du rythme, pas mal de rythmique, et puis voilà, de la mémoire, quoi. D'avoir une bonne hygiène de travail là-dessus, une régularité, quoi. Voilà. Et j'ajouterais, le plus important, c'est l'envie. En fait, quand c'est un spectacle qu'on a envie de défendre, le message nous plaît, c'est beaucoup plus facile de travailler là-dedans et de défendre le propos du spectacle. Ok, très bien. Au final, quelles sont les difficultés que vous avez dû surmonter dans tout ce parcours, quoi, pour être ici aujourd'hui, que ce soit même des difficultés d'ordre, je ne sais pas moi, de la paperasse, est-ce que vous avez cherché des subventions, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? La difficulté, c'est pour faire tourner une pièce, pour que le projet existe, il faut effectivement un théâtre, une scène, et pour qu'il rencontre un public. Et la difficulté première, quand même, c'est les conditions du théâtre privé à Paris, notamment à Paris. C'est super compliqué parce que financièrement, on s'y retrouve absolument pas. Et il y a plein de choses qui sont proposées dans des théâtres. Il y a vraiment des contrats différents. Coproduction, co-réalisation, location, il faut trouver son modèle économique adapté, qui nous va bien, mais en général, voilà, la difficulté première, c'est quand même, pour faire vivre un spectacle, c'est qu'il dure, c'est qu'il existe, et pour le faire exister, il faut quand même des moyens, et voilà, c'est ça, la difficulté première, elle est vraiment financière, quoi. Ouais, pour compléter, c'est vrai que quand on est comédien au début, on idéalise vachement le côté comédien, on passe son temps à jouer, soit à répéter. Au final, 80 ou 90% du temps du comédien, c'est plutôt gérer une entreprise presque. Ouais. Et en fait, plus on comprend l'écosystème du spectacle, plus on comprend comment ça marche, et ça prend beaucoup de temps du coup de se former à ça, mieux on peut arriver à aller au bout de ses projets. Mais au début, ça peut sembler énorme parce qu'il y a plein de choses à apprendre d'un point de vue administratif ou autre. Du coup, tu dis plus on comprend comment ça marche, c'est un peu le but de ma chaîne, c'est comprendre comment ça marche. Est-ce que toi, il y a des choses là ces derniers temps que tu as comprises et si tu peux nous les partager? Je vais réfléchir un peu. Ouais. Alors déjà, un conseil aux comédiens que je donnerais, c'est comprendre l'intermittence, comment ça marche. Comment on est indemnisé. Il y a plein de gens qui sont intermittents, qui veulent l'être et qui ne connaissent pas les règles ou qui ont des fausses idées là-dessus, qui du coup passent pas le cap ou s'y prennent mal ou finalement font moins d'heures parce qu'ils pensent que ça sera mieux, etc. Donc vraiment se renseigner là-dessus. C'est pas si compliqué en fait, et en plus il y a des formations qui existent là-dessus. Pôle emploi aussi en donne, il y a pas mal de trucs, des formations gratuites à Pôle emploi, où il y a d'autres formations très bien. Et donc voilà, l'intermittence c'est une chose. Et après, pour les compagnies, c'est comprendre à quel point les financements peuvent être divers et on peut vraiment aller trouver des aides par pas mal de trucs. Et en fait, plus on va se professionnaliser, par exemple, plus on va payer les comédiens, plus on va faire les choses dans les règles de l'art, même si ça peut avoir l'air compliqué, finalement, plus on va rentrer dans un cercle vertueux où on va avoir des aides pour pas mal de choses. Donc en fait, il ne faut pas du tout avoir peur. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui ne payent pas du tout les comédiens à Avignon parce que c'est compliqué, etc. Et en fait, il faut vraiment parfois passer ce petit cap d'aller payer, quitte à faire un effort financier, parce qu'on s'y retrouve sur le long terme assez largement. Donc, mais c'est bien de se rencarder avant pour... Mais de toute façon, le Festival d'Avignon, ça se prépare un an avant parce que sinon, c'est voué à l'échec. Je ferai un truc... Moi, ce que j'ai compris... grâce à une formation, notamment à un petit atelier que j'ai fait en marketing culturel, c'est que nous, comédiens, artistes en général, pour communiquer, on a quand même pas mal de galères. C'est quand même vraiment un chantier assez angoissant pour nous.
Et il faut vraiment simplifier les choses à fond, bien se mettre dans la tête que le public recherche 1h30, 1h15 de divertissement, de spectacle ou voilà, de moments pour se divertir, et que nous, comédiens ou artistes, on a tendance à être dans notre réalité d'artiste, à vouloir dire sur une affiche ou dans un pitch tout ce qu'on va dire dans le spectacle, à être super authentique, super honnête, super en phase avec ce qu'on dit, etc. Alors que c'est vrai qu'il faut se limiter à 2-3 éléments au service d'une communication claire, mais simple et directe. Et après, quand ils viennent voir le spectacle, eh bien, ils prennent tout ce qu'on leur a préparé. Et voilà. Donc, voilà. Bien communiquer, quoi. Ouais. Ok. Si vous aviez un conseil, mais là, c'est même pas pour monter un spectacle, vraiment un conseil à donner à des comédiens. Par exemple, si tu t'adressais à un comédien et tu aurais envie de lui dire, si tu veux être comédien, développe cette qualité, si tu veux grandir et évoluer dans ce milieu. Quelle serait cette qualité, tu vois, à développer ou à enrichir ou carrément à... Vas-y, ouais. Moi, je dirais la patience. C'est-à-dire qu'on ne réussit pas du jour au lendemain, sauf quand on a beaucoup de chance ou des cas très, très particuliers. Mais ça... Et en plus, la patience a cette vertu, c'est qu'au final, le chemin est très agréable. Grandir petit à petit et petit à petit s'améliorer, avoir des projets un peu plus gros et puis en vivre de mieux en mieux, en fait, c'est agréable de voir ça. Alors que souvent, ceux qui réussissent du jour au lendemain, il y a un côté un peu fou et ça peut faire péter les plombs. Donc pas être pressé de réussir parce qu'au final c'est pas le plus important. Ok. Quelque chose qui va en lien avec ce que tu viens de dire, la patience, le rapport au temps, mais voilà, le rapport aussi à l'échec, c'est-à-dire c'est vrai que j'ai lu il y a un petit article là, sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps sur le rapport à l'échec, et il y a une jeune danseuse que je connais qui avait mis un petit mot là-dessus qui disait qu'on est dans un pays où l'échec n'est jamais mis en valeur. Et on voit que les grandes réussites, que les gros succès en pensant que les gens qui réussissent n'échouent jamais. C'est évidemment, on le sait, jamais le cas et on échoue tous. Mais c'est très bien de se le rappeler et de se faire des piqûres de rappel, de s'injecter cette pensée un petit peu en se disant j'ai échoué, mais je veux dire, le bonheur, l'important c'est le chemin, c'est pas le résultat, et être dans la patience, des valeurs de patience, d'artisanat, de faire les choses avec une forme d'artisanat, quoi, de répétition et toujours regarder son envie, quoi, évidemment. Et du coup, moi ça me donne envie de conseiller un bouquin, je sais pas si vous le connaissez, c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Vous l'avez lu ou pas ? Et dedans, il me semble, il dit moi je vous conseille d'échouer et d'échouer vite, dans le sens où ça veut dire que vous allez tenter un maximum de choses. Et en fait, plus tu tentes et plus tu vas entre guillemets échouer, mais en fait, tu es en train d'avancer et c'est ce qu'il faut, quoi. Ouais. Ok, yes. Bon, très bien. Du coup, donc moi, je vais essayer de faire le montage rapidement. Donc on peut quand même conseiller aux gens de venir voir La Fontaine à Booba. C'est tous les jours, oui du coup, puisqu'il joue tous les jours sauf le mardi à 16h30 du 13 au 20 à Avignon et après certainement à Paris aussi. Oui, à Paris en août à la Comédie des Trois Bornes le vendredi et le samedi. Ok. En août, cette année, on vous attend nombreux. Voilà, et ce sera à Montpellier aussi, bon voilà. Et c'est vraiment drôle, moi j'ai vu la pièce et c'est très drôle et c'est original en plus et c'est intelligent, donc on se marre bien. Voilà.